23 ans de mariage, 2 filles, une maison que j'ai aidé à construire de mes propres mains. Et je ne dis pas ça pour faire joli. Je parle de peinture sur les murs, de cartons portés dans les escaliers, de nuits sans dormir à côté d'un homme qui ronflait pendant que moi, je comptais les factures sur la table de la cuisine. Je parle de Noëls organisés, de repas préparés, de silence avalé pour que la paix tienne encore un peu. Et au bout de tout ça, de tout ce que j'avais mis dans cette vie-là, ce que Gaspard a choisi pour marquer la fin. C'était une banderole de fête, le genre qu'on accroche pour les anniversaires d'enfants, avec des grandes lettres de couleur, bien visibles depuis la rue. Je m'en souviens comme si c'était hier matin. C'était un samedi. Le soleil était déjà haut sur Saint-Jean-de-Luz, la lumière de septembre qui tape sur les façades blanches et fait briller le sol comme si tout allait bien. J'avais pris mes affaires la veille, 2 valises, quelques sacs, les choses que j'avais réussi à mettre de côté sans qu'ils s'en aperçoivent. Je savais que quelque chose se préparait. Je le sentais depuis des jours. Gaspard avait cette façon de sourire quand il pensait avoir gagné. Un sourire de côté, un peu trop calme, un peu trop satisfait. Et ce matin-là, ce sourire était partout sur son visage. Je suis arrivée devant chez moi, chez nous, cette maison que j'avais choisie, que j'avais voulu à tout prix, que j'avais défendue même quand les finances n'étaient pas là. Et j'ai vu les voitures garées tout le long de la rue. Des voitures que je reconnaissais, des gens que je connaissais, des amis qu'on avait en commun depuis des années, des voisins, même de la famille. Et j'ai entendu les rires avant de voir quoi que ce soit. Ces rires-là, graves, détendus, arrosés. Le genre de rire d'une fête qui a déjà bien commencé. Et puis, j'ai levé les yeux. La banderole était accrochée au-dessus du portail de garage. Bien tendue, bien fixée, comme s'il avait pris le temps de bien faire les choses. En lettres bleues et blanches, les couleurs qu'on avait choisies ensemble pour peindre cette même façade il y a 14 ans. Il avait écrit « Enfin libre ». Je me suis arrêtée net sur le trottoir. Pas parce que j'étais sous le choc. Enfin, si, j'étais sous le choc. Mais ce n'était pas pour ça que je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée parce que j'ai compris en une fraction de seconde ce qu'il venait de faire. Il n'avait pas juste voulu se séparer. Il avait voulu un public. Il avait voulu que ça soit vu. Il avait organisé une fête pour célébrer mon départ comme on célèbre une libération. Et il avait invité tous ceux que je connaissais pour en être témoins. Ce jour-là, j'ai appris quelque chose sur les hommes comme Gaspard, et peut-être sur certaines personnes en général. Quand ils ne peuvent pas vous blesser en privé, ils cherchent une scène. Ils ont besoin de regards, de validation, de quelqu'un pour applaudir. Parce que la douleur qu'ils veulent vous infliger n'a de valeur pour eux que si elle est publique. Si vous êtes en train d'écouter cette histoire et que quelque chose en vous la reconnaît, que ce soit une douleur ancienne ou une situation que vous vivez en ce moment, je voudrais vous demander une chose toute simple. Laissez un commentaire en bas de la vidéo et dites-moi d'où vous regardez. Ça compte plus que vous ne le croyez. Et si cette histoire mérite d'être entendue par d'autres femmes, un like suffit pour qu'elle les atteigne. Gaspard était au milieu de la cour, une bière à la main, chemise sortie du pantalon, décontracté comme un homme qui vient de poser un fardeau trop lourd. Il y avait peut-être 30 personnes autour de lui, certaines que je n'avais pas vues depuis des mois, d'autres que je voyais chaque semaine encore récemment. Notre voisine Martine, qui m'avait aidé à choisir les rideaux du salon 2 ans plus tôt. Le frère de Gaspard, Rémi, qui m'appelait encore « belle-sœur » avec affection il n'y a pas si longtemps. Et là, ils riaient tous. Pas tous de la même façon. Certains avec cette gêne qui fait qu'on rit parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Mais ils riaient. Quand Gaspard m'a aperçu, il a levé sa bière dans ma direction. Un geste bref, presque théâtral. Comme pour dire, tu vois, c'est fini. Et tout le monde le sait. Je n'ai pas bougé. Je ne sais pas combien de secondes j'ai été là, immobile sur ce trottoir, avec mes 2 valises à mes pieds et le soleil dans les yeux. Je sentais les regards se poser sur moi un à un. Certaines personnes ont arrêté de rire, d'autres ont baissé les yeux. Et lui continuait de me regarder avec ce sourire que je connaissais depuis 23 ans et que je n'avais jamais autant détesté qu'en cet instant. Ce que j'aurais pu faire, c'est pleurer, hurler, lui jeter une de mes valises à la figure, lui dire devant tout le monde ce que j'avais encaissé pendant toutes ces années, les humiliations discrètes, les promesses jamais tenues,
les nuits où j'avais pleuré en silence pour ne pas réveiller les filles. J'aurais pu tout déballer là, sur ce trottoir, sous cette banderole ridicule. Mais je n'ai rien dit. J'ai regardé la banderole une dernière fois. J'ai regardé Gaspard. J'ai regardé les gens autour de lui. Et puis j'ai ramassé mes valises. Je me suis retournée et je suis partie. Pas en courant, pas en pleurant, en marchant, un pas après l'autre, sur ce trottoir que je connaissais par cœur, dans cette ville que j'aimais depuis toujours, sous ce soleil de septembre qui ne savait pas ce qui l'éclairait. Je n'ai pas regardé derrière moi. Ce que personne ne savait ce jour-là, ni Gaspard, ni ses invités, ni même moi complètement, c'est que ce trottoir, ce départ, cette humiliation publique, c'était le début, pas la fin. Le début de quelque chose que je ne savais pas encore nommer, mais que je sentais déjà comme une braise au fond de la poitrine, pas de la haine. Non, quelque chose de plus froid, de plus solide, une décision. J'avais 49 ans ce jour-là. Et pour la première fois depuis très longtemps, je me suis souvenu que j'avais été quelqu'un avant Gaspard Lenoir Duval. Quelqu'un avec un nom, avec une tête sur les épaules, avec des ressources que lui n'avait jamais pris la peine de voir, parce qu'il n'avait jamais eu besoin de les voir. J'avais toujours été là, disponible, prévisible, commode. Ce soir-là, j'ai dormi chez ma sœur Isabelle, à Biarritz. Une chambre simple, un matelas un peu dur et le bruit de l'océan par la fenêtre entr'ouverte. Isabelle ne m'a pas posé de questions. Elle m'a juste fait un thé, elle a posé sa main sur la mienne et elle a dit « Tu n'as pas à expliquer. » C'est tout. Parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Dans la nuit, je n'ai pas dormi tout de suite. J'ai repensé à la banderole, j'ai repensé au rire, et puis j'ai repensé à quelque chose que Gaspard ne savait pas. Quelque chose que je gardais depuis plusieurs semaines, soigneusement, patiemment, sans en parler à personne. Ce n'était pas grand-chose, au premier regard. Juste des papiers, juste des chiffres, juste une vérité que j'avais découverte par hasard, un soir où j'avais ouvert le mauvais tiroir. Mais ces papiers allaient tout changer. Et lui, pendant qu'il fêtait sa liberté avec ses amis et ses bières, il ne le savait pas encore. Je veux vous dire quelque chose, à vous qui écoutez. J'ai mis du temps à raconter cette histoire. Pas parce que j'en avais honte. J'ai longtemps cru que j'en avais honte, mais ce n'était pas ça. C'était parce que je voulais attendre d'être sûre de pouvoir la raconter jusqu'au bout, sans m'effondrer au milieu, sans m'arrêter à l'endroit qui fait mal. Aujourd'hui, je peux. Et ce que je sais, c'est qu'une femme qu'on croit avoir mise à terre parce qu'elle est restée silencieuse, ce n'est pas une femme vaincue. C'est une femme qui réfléchit, qui observe, qui range ce qu'elle a vu dans un endroit sûr, en elle, et qui attend. J'ai attendu exactement 14 jours. Le 15e jour, mon téléphone a sonné. C'était Rémi, le frère de Gaspard, celui qui avait levé son verre le soir de la fête. Sa voix n'avait plus rien du ton décontracté que j'avais entendu ce samedi-là. Il était tendu, presque en chuchotant, comme s'il ne voulait pas qu'on l'entende. Il a dit « Élodie, il faut qu'on parle, c'est grave ». Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le silence tenir 1 seconde, 2, 3, et puis j'ai dit « Je t'écoute ». Ce que Rémi m'a dit ce soir-là, je n'aurais pas pu l'inventer. Et vous non plus, vous ne pourrez pas deviner. Restez avec moi, la suite change tout. Bien sûr, il y avait une raison pour laquelle Gaspard avait voulu faire vite. Pour laquelle il avait tenu à ce que tout soit public, visible, officiel. Pour laquelle il avait besoin que je parte. Pas juste que je parte, mais que je parte sans faire de bruit, sans poser de questions, sans regarder dans les tiroirs. Et moi, sans le vouloir, j'avais déjà regardé. Ce que j'avais trouvé, je l'avais mis dans une enveloppe Kraft, glissée au fond de mon sac, entre une vieille photo de mes filles et un carnet que je traîne depuis des années. Cette enveloppe était avec moi ce samedi-là, sur ce trottoir. Elle était avec moi quand j'ai marché, quand je suis montée dans ma voiture, quand je me suis endormie chez Isabelle avec le bruit de la mer. Elle était toujours là, et elle n'avait pas perdu de sa valeur. Au contraire. Voilà ce que j'ai compris, avec le temps, et je le dis à toutes les femmes qui m'écoutent, qu'elles aient vécu quelque chose comme ça ou pas. Le silence d'une femme n'est jamais une faiblesse. Les hommes, comme Gaspard, confondent la discrétion avec la capitulation. Ils voient une femme qui ne crie pas et ils croient qu'elle n'a rien à dire.
Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est vraiment pas la même chose. Moi, je n'avais rien dit ce samedi-là parce que je n'avais pas besoin de parler. Ce que j'avais à dire ne se disait pas avec des mots sur un trottoir, devant des gens qui avaient déjà choisi leur camp. Ce que j'avais à dire se disait avec des papiers, avec des faits, dans un bureau, face à quelqu'un qui ne riait pas. Et ce moment allait venir. Il était déjà en train de venir. Quand j'ai raccroché avec Rémi ce soir-là, après l'avoir écouté parler pendant 20 minutes d'une voix de plus en plus blanche, je suis restée assise dans le noir de la chambre d'Isabelle. L'océan faisait toujours ce bruit régulier que j'aime depuis l'enfance. Et j'ai pensé à la banderole, aux lettres bleues et blanches, au sourire de Gaspard. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Pas par vengeance. Je veux que ce soit clair. Je n'ai jamais fonctionné à la vengeance. Ce n'est pas une valeur que j'ai. Ce n'est pas une énergie qui me nourrit. Ce que j'ai ressenti ce soir-là, c'était autre chose. C'était le soulagement de quelqu'un qui réalise qu'elle n'a pas tout perdu, qu'elle n'a pas été aussi démunie qu'on voulait lui faire croire, qu'elle avait, malgré tout, gardé quelque chose en main. La suite, ce que contenait cette enveloppe, ce que Rémi avait découvert et ce que Gaspard a finalement fait 14 jours après la fête, je vous raconte tout dans le chapitre suivant. Mais avant ça, je voudrais juste savoir, est-ce qu'il y a parmi vous des femmes qui ont vécu quelque chose qui ressemble à ça? Pas forcément la même histoire, mais cette sensation d'être mise de côté, effacée, comme si vos années ne comptaient pas. Si c'est le cas, vous n'avez pas à répondre. Mais sachez que vous n'êtes pas seul, et que parfois, le chapitre suivant est meilleur qu'on ne le croit. Je ne suis pas quelqu'un qui fouille. Je veux que ça soit dit clairement, parce que ça compte pour comprendre ce qui s'est passé. En 23 ans de mariage, je n'ai jamais lu les messages de Gaspard par-dessus son épaule, jamais vérifié ses poches avant de mettre le pantalon à laver, jamais cherché quoi que ce soit que lui ne m'avait pas montré de lui-même. Ce n'était pas de la naïveté. Enfin, peut-être un peu, avec le recul, mais c'était surtout une question de respect. Je lui faisais confiance, ou plutôt, je croyais lui faire confiance. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce soir-là, c'était un jeudi ordinaire de juillet. Les filles n'étaient pas là. Camille était en vacances chez une amie à Bordeaux, et Lucie, notre aînée, vivait déjà à Lyon depuis 2 ans. Gaspard était sorti pour ce qu'il appelait une réunion avec des collègues, et moi j'avais passé la soirée à ranger le bureau qu'on partageait au premier étage. Un bureau qu'on n'utilisait plus vraiment ensemble depuis longtemps, mais qui continuait d'exister comme ça, en commun, avec ces deux côtés qui ne se parlaient plus. Je cherchais simplement la graffeuse. Je l'avais vue là une semaine avant. J'ai ouvert le tiroir du bas à droite, son tiroir, pas le mien, et la graffeuse n'y était pas. Mais il y avait autre chose. Une chemise cartonnée, fermée par un élastique. Le genre qu'on utilise pour les documents importants. J'aurais pu refermer le tiroir. C'est ce que j'aurais fait avant. La version de moi d'il y a 5 ans aurait refermé ce tiroir sans hésiter, un peu mal à l'aise d'avoir regardé, et elle serait redescendue à la cuisine se faire une tisane. Mais ce soir-là, je ne sais pas pourquoi, quelque chose m'a retenue. Peut-être l'accumulation de moi où quelque chose ne sonnait pas juste. Peut-être une fatigue plus profonde que d'habitude. Peut-être juste l'instinct qu'ont certaines femmes quand elles ont trop longtemps fait semblant de ne pas voir. J'ai pris la chemise, je l'ai posée sur le bureau, et je l'ai ouverte. Il y avait là-dedans des documents que je n'aurais jamais dû trouver de cette façon, des documents que Gaspard aurait dû me montrer lui-même, si notre mariage avait été ce que je croyais qu'il était. Des relevés de compte. Pas les nôtres, pas le compte joint, pas celui qu'on consultait ensemble pour les dépenses courantes. Un autre compte, ouvert à son nom seul, dans une banque en ligne que je ne connaissais pas, avec des mouvements réguliers depuis presque 3 ans. Je ne suis pas comptable, mais je sais lire des chiffres. Et ce que je lisais, là, assis dans ce bureau silencieux avec juste la lampe allumée, c'était une somme qui avait quitté nos finances communes, mois après mois, pour aller s'accumuler ailleurs. Discrètement, méthodiquement. Comme quelqu'un qui prépare quelque chose depuis longtemps. En dessous des relevés, il y avait autre chose. Des échanges imprimés, des mails, quelques messages, avec un nom que je ne connaissais pas. Une femme. Pas des mots d'amour, pas ce qu'on s'imagine. C'était presque pire que ça, d'une certaine façon. C'était des mots pratiques.
Des discussions sur un appartement, sur une date, sur comment les choses allaient se passer, comme deux personnes qui planifient un déménagement ensemble. Mon déménagement, sans me le dire, j'ai refermé la chemise. Je l'ai remise dans le tiroir exactement comme je l'avais trouvée, et je suis descendue me faire cette tisane, finalement. Mais avant de descendre, j'ai pris mon téléphone et j'ai photographié chaque page, une par une, soigneusement, sans trembler, ce qui m'a surprise moi-même. Je ne lui ai rien dit ce soir-là, ni les jours suivants. Gaspard est rentré vers 22h, il sentait la bière et le parfum d'une cigarette qui n'était pas la sienne, et il m'a trouvé sur le canapé avec un livre. Il a dit « Tu dors pas encore ?» et moi j'ai répondu « Je finissais un chapitre. » C'est tout. Nous avons continué à vivre dans la même maison pendant les semaines qui ont suivi, comme si rien n'avait changé. Et pour lui, rien n'avait changé. Pour moi, tout avait changé. Mais j'avais appris, à force de vivre avec un homme comme Gaspard, que réagir trop vite ne sert à rien. Que la première chose à faire, c'est de comprendre, de mesurer, de ne pas brûler ce qu'on pourrait encore utiliser. J'ai appelé une amie à moi, Nathalie, qu'on connaît depuis le lycée et qui travaille dans un cabinet d'avocats à Bayonne. Pas pour lui demander de l'aide officiellement, pas encore. Juste pour lui poser quelques questions. Comme ça, en passant, un soir au téléphone. Elle a écouté sans m'interrompre et à la fin, elle a dit « Élodie, ce que tu me décris, c'est une dissimulation d'actifs. C'est sérieux. Garde tout ce que tu as. » J'ai gardé tout ce que j'avais. Les photos étaient sauvegardées à 3 endroits différents. Sur mon téléphone, sur un cloud que lui n'avait aucune raison de connaître et imprimées dans cette enveloppe Kraft que j'ai glissée dans mon sac et que j'ai emportée avec moi le jour où il m'a expulsée sous sa banderole de fête. Je sais que certaines d'entre vous pensent peut-être « Pourquoi elle n'a pas parlé tout de suite? Pourquoi elle a attendu ?» Je me suis posé cette question moi-même. Et voilà ce que je me suis répondu. Parce que la précipitation, c'est souvent ce que l'autre attend. Gaspard comptait sur ma réaction émotionnelle, sur mes larmes, sur ma colère, sur mon désordre. Ce que je lui ai donné à la place, c'est du temps. Et le temps, dans ces situations-là, n'est pas neutre. Il travaille toujours pour quelqu'un. Ce que Rémi m'avait dit au téléphone, le soir où il avait appelé en chuchotant, c'était ça. Gaspard avait un problème. Un problème qu'il n'avait pas anticipé, malgré tout son organisation, malgré ses mois de préparation discrète. Un problème qui avait surgi exactement comme surgissent les choses qu'on croit avoir bien cachées par quelqu'un d'inattendu à un moment qu'on ne contrôle pas. En l'occurrence, par Rémi lui-même. Rémi n'est pas un homme compliqué. Il est maçon, il aime le football et la pêche au large, et il a toujours eu pour son frère une loyauté un peu aveugle, le genre de loyauté qu'on a pour les frères aînés quand on a grandi dans leur ombre. Il avait été là le jour de la fête, oui. Il avait ri, oui. Mais Rémi n'avait pas tout su ce jour-là. Il avait juste suivi Gaspard comme il avait toujours suivi Gaspard. Et puis, quelques jours après la fête, il avait trouvé quelque chose lui aussi. Pas dans un tiroir, dans une conversation. Gaspard lui avait demandé un service. Un service qui, au premier abord, semblait anodin. Signer un papier. Juste un papier, avait dit Gaspard pour une question administrative. Et Rémi, qui fait confiance à son frère les yeux fermés, avait failli signer. Failli. Avant de signer, il avait montré le document à sa femme, Christine. Parce que Christine, elle, ne signe jamais rien sans lire. Et Christine avait lu. Et Christine avait appelé son propre frère, qui est notaire à Pau. Et le frère notaire avait expliqué à Christine ce que ce papier signifiait vraiment. Ce que Gaspard demandait à Rémi de signer, c'était une déclaration qui aurait placé une partie des biens accumulés pendant notre mariage sous le nom de Rémi, fictivement, temporairement, juste le temps que la procédure de divorce se termine. Après quoi, ces biens auraient été retransférés, proprement, légalement. Et moi, dans le partage, je n'aurais rien vu de tout ça. Rémi avait raccroché avec Christine, et il avait appelé Gaspard. La conversation n'avait pas été simple. Gaspard avait minimisé, expliqué, retourné les choses dans tous les sens. Mais Rémi n'est pas stupide. Il est loyal. Ce n'est pas la même chose. Et quand il a compris ce que son frère lui demandait vraiment de faire, il a dit non. Et 2 jours plus tard,
Il m'avait appelé, moi. Je l'ai écouté parler pendant 20 minutes. Il avait la voix de quelqu'un qui ne sait pas s'il fait bien ou mal, quelqu'un qui trahit son frère pour la première fois de sa vie et qui ne sait pas encore si c'est du courage ou de la faiblesse. À la fin, il m'a dit « Je suis désolé, Élodie, pour la fête aussi. Je n'aurais pas dû être là comme ça. » Je lui ai dit que j'entendais ce qu'il me disait, que je ne lui en voulais pas, que ce qu'il venait de faire demandait quelque chose que tout le monde n'a pas. Et puis j'ai raccroché et je suis restée assise dans le noir encore un long moment. Ce que Rémi venait de me confirmer par oral, j'en avais déjà la trace écrite dans mon sac depuis des semaines. Mais maintenant, j'avais autre chose. Un témoin. Quelqu'un qui avait vu, qui savait et qui était prêt à le dire. Ça changeait tout. Le lendemain matin, j'ai appelé Nathalie. Cette fois, pas juste pour des questions en passant. Cette fois, pour prendre un rendez-vous. Elle m'a reçue dans son cabinet 2 jours plus tard, un mardi matin, avec un café et un bloc-notes. J'avais apporté l'enveloppe Kraft. J'ai tout posé sur son bureau, les photos des relevés, les impressions des messages, les notes que j'avais prises au fil des semaines. Elle a tout regardé sans rien dire pendant un bon moment. Et puis elle a levé les yeux vers moi et elle a dit « Tu as bien fait de garder tout ça ». Ce n'était pas une phrase en l'air. C'était une évaluation professionnelle. Et dans la bouche de Nathalie, qui ne dit jamais les choses pour faire plaisir, ça valait beaucoup. Nous avons parlé pendant 2 heures de ce que ces documents représentaient légalement, de la procédure à engager, des délais, des options, et surtout, de ce qu'il fallait faire avant que Gaspard comprenne que quelque chose avait changé de mon côté. Parce que tant qu'il me croyait dehors, sans ressources, sans information, sans soutien, il était tranquille. Et un homme tranquille fait des erreurs. Nathalie a dit une chose ce matin-là que je n'ai pas oubliée. Le problème avec les gens qui se croient malins, c'est qu'ils arrêtent de faire attention au moment où ils pensent avoir gagné. Gaspard pensait avoir gagné depuis le jour de la banderole. Il avait tort. Je veux m'arrêter une seconde sur quelque chose. Pas sur Gaspard, on aura le temps d'y revenir. Mais sur Rémi, sur ce qu'il a fait ce soir-là en m'appelant. Parce que je pense souvent aux gens qui se retrouvent au milieu. Ceux qui ne sont ni d'un côté ni de l'autre, mais qui se voient proposer de cautionner quelque chose d'injuste, par un ami, par un frère, par quelqu'un qu'on aime, et qui ont le choix, à ce moment-là, de fermer les yeux ou de ne pas le faire. Rémi aurait pu ne pas appeler. Il aurait pu refuser de signer le papier et s'arrêter là. Protéger son frère en restant silencieux, se dire que ce qui se passait entre Gaspard et moi ne le regardait pas. Beaucoup de gens font ça. Beaucoup de gens choisissent la version confortable de leur propre conscience. Il n'a pas fait ça. Et ça, je ne l'oublie pas. Il y a des moments dans la vie où la décence, ça coûte quelque chose. Où faire ce qui est juste signifie compliquer une relation qu'on tient à garder simple. Ces moments-là révèlent les gens pour ce qu'ils sont vraiment. Pas dans les grandes circonstances dramatiques, mais dans ces petits choix discrets que personne ne voit, que personne n'applaudit. Rémi avait été sur ce trottoir, avec une bière à la main, ce samedi matin. Mais quand ça avait vraiment compté, il avait choisi autrement. Ça m'a appris quelque chose sur le pardon aussi. Pas le pardon naïf, pas celui qui efface tout et fait semblant que rien ne s'est passé, mais le pardon lucide, celui qui distingue les erreurs de la mauvaise foi et qui sait reconnaître quand quelqu'un se rachète vraiment. Est-ce qu'il vous est arrivé, à vous aussi, de découvrir que quelqu'un en qui vous aviez confiance vous cachait quelque chose depuis longtemps? Cette sensation-là, de comprendre que le sol sous vos pieds n'était pas aussi solide qu'il en avait l'air. Je sais que beaucoup d'entre vous la connaissent. Et je sais aussi que la question qu'on se pose toujours après, c'est « Est-ce que j'aurais pu voir? Est-ce que j'aurais dû voir ?» La réponse honnête, c'est parfois oui, parfois non. Mais ce qui compte, ce n'est pas d'avoir vu avant. C'est de savoir quoi faire une fois qu'on voit. Quand je suis sortie du cabinet de Nathalie ce mardi matin, j'ai marché un peu dans les rues de Bayonne. Il faisait frais. Le ciel était gris, comme il l'est souvent en octobre dans le Pays basque, et les gens passaient autour de moi avec leurs courses, leurs enfants, leurs journées ordinaires. Je me suis arrêtée devant une vitrine sans vraiment regarder ce qu'il y avait dedans, et j'ai pensé à la femme que j'étais 2 semaines plus tôt,
sur ce trottoir, avec ses 2 valises, sous cette banderole. Est-ce qu'elle aurait pu imaginer se retrouver ici, à Bayonne, un mardi matin, avec des arguments solides dans un sac et un rendez-vous pris avec un avocat? Probablement pas. Mais c'est souvent comme ça que ça marche. On ne choisit pas le moment où les choses basculent. On choisit juste ce qu'on fait après. Gaspard, lui, en était encore à sa semaine de liberté retrouvée. Il ne savait pas que Rémi avait parlé. Il ne savait pas que Nathalie avait lu les documents. Il ne savait pas que la femme qu'il avait expulsée sous une banderole bleue et blanche était en train de redevenir, tranquillement, quelqu'un qu'il aurait dû prendre au sérieux bien plus tôt. Il allait la prendre, mais pas tout de suite. D'abord, il y avait encore quelque chose que je ne savais pas moi-même, quelque chose que Nathalie avait gardé pour la fin de notre rendez-vous, posément, comme on garde une information importante pour ne pas noyer les autres. Elle avait dit « Il y a un détail dans ces documents que tu n'as peut-être pas remarqué. » Et ce détail-là, je vous en parle dans le chapitre suivant. Nathalie a une façon de parler qui ne laisse pas de place au drama inutile. Elle dit les choses comme elles sont, sans enveloppe, sans précaution excessive. C'est pour ça que je lui fais confiance depuis 30 ans. Et c'est pour ça que, quand elle a dit « Il y a un détail que tu n'as peut-être pas remarqué », j'ai su que ce n'était pas une façon de parler. C'était une information réelle, quelque chose de concret, quelque chose qui allait compter. Elle a repris une des pages que j'avais posées sur son bureau, un des relevés de compte, celui qui montrait les virements les plus réguliers, et elle a pointé une ligne avec son stylo. Une ligne que j'avais vue, bien sûr, mais sur laquelle je n'avais pas appuyé parce que le montant était plus modeste que les autres, moins visible, plus discret. Ce qui, j'allais comprendre, était exactement l'intention. Ce virement-là partait chaque mois vers un compte différent des autres. Pas le compte en ligne que Gaspard avait ouvert pour accumuler les sommes détournées. Un autre. Un compte au nom d'une société. Une petite structure enregistrée à Pau, avec un nom qui ne voulait rien dire, le genre de nom générique qu'on choisit précisément pour ne pas attirer l'attention. Nathalie a dit « J'ai vérifié ce matin avant que tu arrives. Cette société a été créée il y a 4 ans, et Gaspard n'en est pas le gérant officiel. » J'ai attendu la suite. Le gérant officiel, c'est une femme. Elle s'appelle Sandrine Aubert. Elle a 42 ans. Elle habite à Pau. J'ai regardé Nathalie sans rien dire pendant quelques secondes, et puis j'ai dit « C'est elle ». Ce n'était pas une question. Nathalie a hoché la tête. Très probablement. Je vais être honnête, ce n'est pas la trahison sentimentale qui m'a le plus touchée à ce moment-là. J'avais déjà traversé le choc de ça. Les semaines précédentes avaient fait leur travail, douloureusement, silencieusement, dans les nuits chez Isabelle à Biarritz. Ce qui m'a traversé quand Nathalie a dit ce nom, ce n'était pas de la jalousie. C'était quelque chose de plus précis, de plus froid. C'était la mesure de la chose. 4 ans. Gaspard avait construit ça pendant 4 ans. Pas un écart, pas une erreur de jugement passagère, une construction patiente, organisée, financée avec l'argent de notre vie commune. Il avait créé une société. Il avait fait enregistrer cette société au nom d'une autre femme pour ne pas apparaître. Il avait alimenté un compte, mois après mois, pour avoir quelque chose à apporter dans une nouvelle vie. Et pendant tout ce temps, il rentrait le soir, il s'asseyait à notre table, il dormait dans notre lit et il souriait. Ce sourire de côté, ce sourire que je connaissais depuis 23 ans. Nathalie a posé son stylo. Elle a dit « Élodie, ce que tu as dans cette enveloppe, combiné à ce que je viens de trouver ce matin, c'est suffisant, c'est plus que suffisant. » Il y a des phrases qui changent l'air d'une pièce. Pas parce qu'elles sont dramatiques ou spectaculaires. Parfois, c'est exactement le contraire. Ce sont des phrases simples, dites posément, par quelqu'un qui sait ce qu'il dit. Et quelque chose dans la pièce se déplace, comme si le centre de gravité venait de bouger d'un coup. C'est suffisant. Pendant des semaines, j'avais fonctionné dans l'incertitude. J'avais les documents, j'avais les photos, j'avais les informations, mais je ne savais pas si c'était assez, si c'était utilisable. Si ça changerait vraiment quelque chose, ou si Gaspard trouverait un moyen de retourner la situation, comme il retournait toujours tout, avec ce calme qui m'avait si longtemps imposé. Ce mardi matin à Bayonne, dans ce cabinet qui sentait le café et le papier, j'ai compris que l'incertitude était terminée. Nathalie m'a expliqué la procédure.
Ce qu'il fallait faire en premier, ce qu'il fallait éviter, les délais à anticiper. Elle m'a parlé de la notion de dissimulation d'actifs dans le cadre d'un divorce, ce que ça impliquait légalement, ce que ça pouvait changer dans le partage. Elle m'a dit que le témoignage de Rémi, s'il acceptait de le formaliser, ajouterait encore du poids à ce qu'on avait déjà, et puis elle m'a dit quelque chose que je n'attendais pas. Dans ce type de situation, la loi protège le conjoint lésé de façon assez claire, mais il faut agir avant que lui ne dépose le premier. Il n'a pas encore déposé ? Non, j'ai vérifié. Rien n'a été déposé pour l'instant. Je me suis levée, j'ai mis mon manteau et j'ai dit « Alors on dépose en premier ». Ce que je n'avais pas mesuré à ce moment-là, c'est l'effet que ça allait produire sur Gaspard. Pas immédiatement. Les procédures prennent du temps et lui ne saurait rien tout de suite. Mais il y avait quelqu'un d'autre dans cette histoire qui, lui, allait savoir plus vite que prévu. Rémi. Quand j'ai appelé Rémi pour lui demander s'il était prêt à formaliser son témoignage, il y a eu un silence. Pas le silence de quelqu'un qui hésite, plutôt le silence de quelqu'un qui s'y attendait et qui prend juste le temps de respirer avant de répondre. Et puis il a dit « Oui, dis-moi ce qu'il faut faire ». Il avait parlé à Christine entre-temps. Christine, apparemment, avait eu des mots très clairs sur ce qu'elle pensait de la situation. Et Rémi, qui écoute Christine quand elle parle avec cette voix-là, avait décidé. Nous nous sommes retrouvés tous les trois, Rémi, Christine et moi, dans un café à Bayonne, un jeudi après-midi. Rémi avait apporté une copie du document que Gaspard lui avait demandé de signer. Il l'avait gardé, sans trop savoir pourquoi. Par précaution peut-être, ou par cet instinct qu'ont certaines personnes de conserver les traces de ce qui leur semble anormal. Cette copie-là, dans les mains de Nathalie, allait valoir très cher. Je veux m'arrêter ici une seconde, parce que je pense à toutes les femmes qui m'écoutent et qui se reconnaissent peut-être dans une partie de cette histoire. Pas forcément dans les détails, mais dans cette sensation d'avoir donné beaucoup à quelqu'un qui construisait autre chose en parallèle. Et je veux dire quelque chose d'important. Ce n'est pas votre faute d'avoir fait confiance. La confiance n'est pas une naïveté. C'est un choix qu'on fait, consciemment, quand on aime quelqu'un. Et si quelqu'un décide de trahir cette confiance, la responsabilité est entièrement la sienne, pas la vôtre, jamais la vôtre. Les jours qui ont suivi ont eu une texture particulière. Je vivais toujours chez Isabelle. Je m'étais organisée, j'avais repris quelques heures de travail à mi-temps dans une agence immobilière à Biarritz, où une connaissance m'avait proposé un poste de secrétaire administrative en attendant que ma situation se stabilise. Ce n'était pas le travail de ma vie, mais c'était un emploi du temps, une structure, des matins avec une raison de se lever et de s'habiller. Et puis ça m'occupait l'esprit d'une façon saine, parce que l'esprit, laissé à lui-même dans ces périodes-là, peut devenir un endroit peu recommandable. Ce que je ne savais pas encore, c'est que Gaspard avait commencé à sentir que quelque chose ne se passait pas comme prévu. Pas à cause de moi directement. Il ne savait pas ce que je faisais, il ne savait pas pour Nathalie, ni pour les documents. Mais il y avait une chose qui avait changé. Rémi ne répondait plus à ses appels. Pour Gaspard, qui avait l'habitude que son frère soit disponible, ça avait dû produire quelque chose. Une inquiétude sourde, peut-être. Une question sans réponse, le genre d'inconfort qu'on chasse au début et qui revient de plus en plus souvent. C'est Lucie qui m'a appelé pour m'en parler. Notre fille aînée, qui à Lyon essayait de comprendre ce qui se passait entre ses parents sans avoir tous les éléments. Lucie est quelqu'un de posé, de réfléchi. Elle tient ça doux, je vous laisse juger. Elle m'a appelé un soir et elle m'a dit « Maman, papa m'a contacté. Il est bizarre. Il dit que tout va bien, mais il est bizarre. » Je lui ai dit que je ne pouvais pas encore tout lui expliquer, que je lui expliquerais quand ce serait le bon moment, et qu'elle pouvait me faire confiance. Elle a dit « Je te fais confiance, maman. Je t'ai toujours fait confiance. » C'est l'une des phrases les plus simples et les plus nécessaires qu'on m'ait dites dans cette période. Camille, notre cadette, c'était plus compliqué. Camille a toujours eu une relation particulière avec son père. Cette relation qu'ont certaines filles avec leur père, faite d'admiration et d'une loyauté affective qui n'est pas raisonnée. Gaspard savait comment être charmant avec Camille. Il avait ce talent-là, être attentionné, présent, presque parfait,
avec les gens qui n'avaient pas à vivre avec lui au quotidien. Camille m'avait appelé 2 jours après la fête, en larmes, sans comprendre ce qui se passait. Je lui avais dit que le mariage avec son père était terminé, que c'était une décision difficile mais réelle, et que ça ne changeait rien à l'amour que j'avais pour elle. Elle avait raccroché rapidement. Je savais qu'elle avait besoin de temps. Ce qui m'inquiétait, c'est que Gaspard était en contact régulier avec elle, et que Camille, sans le vouloir, pouvait être utilisée pour obtenir des informations sur moi. Pas nécessairement par malveillance consciente de sa part, mais Gaspard avait ce réflexe. Recueillir les informations là où elles se trouvaient, utiliser ce qu'il apprenait pour adapter sa position. J'ai fait attention à ce que je disais à Camille pendant ces semaines. Pas par méfiance envers elle, jamais, mais par lucidité sur la situation. Il y a des moments où protéger les gens qu'on aime, ça passe aussi par ne pas les mettre en position difficile. La semaine suivante, Nathalie m'a appelé un matin. Sa voix avait ce ton particulier qu'elle a quand elle a quelque chose d'important à dire. Ni dramatique, ni neutre. Quelque part entre les deux. Elle m'a dit « J'ai reçu une réponse suite aux premières démarches. Gaspard a été notifié. » J'ai pris une grande inspiration. Et il a appelé son avocat dans la demi-heure qui a suivi. C'était attendu. Ce n'était pas une surprise. Mais l'entendre dit comme ça, avec cette précision, dans la demi-heure, ça donnait une image assez claire de l'état dans lequel il avait reçu la nouvelle. Un homme serein n'appelle pas son avocat dans la demi-heure. Un homme serein prend le temps de réfléchir, de peser les choses. Gaspard n'était plus serein. Nathalie a continué. Son avocat a pris contact avec moi ce matin. Gaspard veut proposer une discussion avant d'aller plus loin. Une discussion ? C'est le terme qu'ils ont utilisé. J'ai regardé par la fenêtre de la petite cuisine d'Isabelle. Le ciel était blanc ce matin-là, avec ce vent de novembre qui balait la côte et fait plier les pins. Et j'ai pensé à la banderole, aux lettres bleues et blanches, au sourire. Dis-leur que je suis disponible. La réunion a eu lieu dans les bureaux de Nathalie, un mardi matin. Exactement 2 semaines et 3 jours après la fête. Gaspard est arrivé avec son avocat, un homme d'une 50aine d'années, costume gris, mallette en cuir. Gaspard portait une veste que je connaissais, une veste bleu marine qu'il mettait pour les occasions où il voulait faire bonne impression. Il avait l'air d'avoir moins bien dormi que d'habitude. Il ne m'a pas regardé tout de suite en entrant, ce qui m'a dit beaucoup. Quand il a finalement levé les yeux vers moi, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu souvent sur son visage en 23 ans. Pas de la culpabilité. Gaspard n'est pas quelqu'un qui se laisse paralyser par la culpabilité, mais de l'incertitude. Cette incertitude d'un homme qui avait préparé une version des événements et qui commence à comprendre que l'autre partie a une version différente et peut-être plus solide. Nathalie a ouvert la séance en posant les documents sur la table, un par un, méthodiquement, sans lever la voix, sans le moindre effet de scène. Juste les faits, dans l'ordre, avec les preuves correspondantes. L'avocat de Gaspard a regardé les documents. Il a pris des notes. Il a chuchoté quelques mots à son client. Et Gaspard, pour la première fois depuis longtemps, n'a rien dit. Ce n'est pas le moment où Gaspard a imploré que je vais vous raconter maintenant, ça, c'est pour la suite. Ce que je veux vous dire ici, c'est ce que j'ai ressenti pendant cette réunion. Parce que j'avais imaginé ce moment beaucoup de fois, dans les nuits chez Isabelle. J'avais imaginé que je ressentirais quelque chose de fort, de la satisfaction peut-être, ou cette chaleur qu'on appelle parfois la justice quand elle arrive enfin. Mais ce que j'ai ressenti en réalité, c'était beaucoup plus calme que ça, presque paisible. Pas parce que je ne souffrais plus. Je souffrais encore. 23 ans ne s'effacent pas sur une table de réunion, mais parce que j'avais compris quelque chose d'essentiel pendant ces 2 semaines et demie. La douleur et la dignité peuvent coexister. On peut être blessé et lucide en même temps. On peut avoir été humilié publiquement et reprendre pied, pas en criant plus fort que l'autre, mais en s'appuyant sur ce qu'on sait, ce qu'on a et ce qu'on vaut. Gaspard avait parié sur ma détresse. Il avait organisé une fête pour s'assurer que ma sortie serait pathétique, visible, irrécupérable. Il avait pensé que l'humiliation publique me paralyserait. Il avait confondu la douleur avec la faiblesse. Ce n'est pas la même chose. Je veux vous dire quelque chose, à vous qui m'écoutez. Peut-être que vous avez vécu, vous aussi, un moment où quelqu'un a essayé de vous réduire à votre pire instant.
où l'on vous a regardé comme si vous étiez fini, comme si ce que vous traversiez définissait ce que vous étiez. Et peut-être que dans ce moment-là, vous n'avez pas trouvé les mots, ou la force, ou même l'envie de répondre. Sachez ceci, ne pas répondre dans l'instant n'est pas une défaite. Parfois, c'est la décision la plus intelligente qu'on puisse prendre. Parce que certaines réponses ne se donnent pas dans la rue, sous une banderole. Elles se donnent ailleurs, plus tard, avec les bons outils. Et elles comptent infiniment plus. La réunion s'est terminée sans conclusion définitive ce matin-là. L'avocat de Gaspard avait demandé du temps pour étudier les éléments. C'était une façon polie de dire qu'ils n'avaient pas anticipé ce qu'ils avaient vu sur cette table. Nathalie avait dit « Bien sûr, nous attendons votre retour d'ici vendredi. » En sortant du cabinet, j'ai marché seul sur les quais de la Nive. Les platanes avaient perdu presque toutes leurs feuilles et le vent faisait des petits remous sur l'eau. Il y avait des gens qui prenaient leur pause déjeuner sur les bancs, des enfants qui couraient, une vieille dame qui nourrissait les pigeons avec un geste régulier et tranquille. La vie normale. La vie ordinaire qui continue pendant qu'on traverse des choses extraordinaires. J'avais faim pour la première fois depuis des jours. Je suis entrée dans une boulangerie et j'ai acheté un sandwich jambon-beurre et un café. Je me suis assise à une petite table près de la vitrine et j'ai mangé en regardant les gens passer. Et j'ai pensé, cette femme qui mange un sandwich après avoir posé ses preuves sur une table, elle est en train de redevenir elle-même. Pas encore complètement, mais en train. Le vendredi, l'avocat de Gaspard a rappelé Nathalie. Il y avait une proposition. Une proposition qui, 2 semaines plus tôt, aurait été impensable, parce que 2 semaines plus tôt, Gaspard était sous sa banderole avec une bière à la main et il pensait que j'étais dehors, sans rien. Mais ce vendredi-là, la proposition était là, sur la table, par écrit. Et elle n'était pas négligeable. Ce que j'allais faire de cette proposition, si j'allais l'accepter, la négocier ou la refuser complètement, je vous le dis dans le chapitre suivant. Parce que ce n'était pas simple, et parce que ce n'est pas cette proposition qui a été la partie la plus difficile de cette semaine-là. La partie la plus difficile, c'était l'appel que j'ai reçu le jeudi soir, la veille, de Camille. Et ce qu'elle m'a dit ce soir-là, je ne l'avais pas vu venir. Camille a appelé un jeudi soir, vers 22 heures. Je venais de me coucher, pas de dormir, juste de m'allonger avec un livre que je n'arrivais pas à lire parce que ma tête était ailleurs depuis des jours. Quand j'ai vu son prénom s'allumer sur l'écran, j'ai eu ce réflexe qu'ont toutes les mères, cette légère contraction au ventre, ce « est-ce qu'elle va bien » qui précède chaque appel tardif d'un enfant, quel que soit son âge. Elle allait bien, physiquement du moins, mais sa voix avait quelque chose de différent. Pas les larmes des premiers jours après la fête, quelque chose de plus lourd que ça. Elle a dit « Maman, il faut que je te dise quelque chose. J'ai posé mon livre, je t'écoute. » Il y a eu un silence. Le genre de silence d'une personne qui a répété ce qu'elle allait dire plusieurs fois dans sa tête et qui, au moment de parler, ne sait plus comment commencer. Et puis Camille a dit « Papa m'a demandé de lui dire si tu avais un avocat. Il m'a dit que c'était juste pour savoir comment vous organisez tous les deux, que ça irait plus vite si vous n'étiez pas chacun avec un avocat différent. » J'ai fermé les yeux une seconde. « Et tu lui as dit quoi ?» Je lui ai dit que je ne savais pas. Sa voix s'est fissurée un peu. « Mais maman, il m'a posé d'autres questions, sur où tu habitais, sur ce que tu faisais. Et j'ai répondu, parce que je pensais que. Je pensais que c'était normal, que c'était juste papa qui s'inquiétait. » Elle s'est arrêtée, et puis elle a dit, très doucement, « Je suis désolée. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là, je vais essayer de le dire honnêtement, parce que la réaction facile aurait été la blessure. Et la blessure était là, oui, je ne vais pas prétendre le contraire. Mais sous la blessure, il y avait autre chose. De la tristesse, surtout. Pas pour moi, pour elle. Camille avait 26 ans. Elle aimait son père. Elle n'avait pas les informations que j'avais. Elle n'avait pas vu les documents. Elle ne savait pas pour la société à Pau. Elle ne savait pas ce que Gaspard avait demandé à Rémi de signer. Elle avait juste un père qui l'appelait et lui posait des questions avec une voix inquiète. Et elle avait répondu parce qu'elle est loyale et parce qu'elle ne soupçonne pas naturellement les gens qu'elle aime.
Ce n'était pas sa faute. C'était exactement ce que Gaspard avait calculé. Je lui ai dit, « Camille, tu n'as pas à t'excuser. Tu n'as rien fait de mal. Mais si j'ai dit des choses que j'aurais pas dû? Tu as répondu honnêtement à quelqu'un en qui tu avais confiance. Ce n'est pas toi qui as un problème avec ça, c'est lui. » Nouveau silence. Et puis, « Maman, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ?» J'ai regardé le plafond de la chambre d'Isabelle. Le moment était venu. Pas de tout dire, pas encore, pas au téléphone à 22h, mais de ne plus protéger Camille d'une réalité qui la touchait directement, parce que la protéger en lui cachant les choses, c'était aussi la laisser être utilisée sans le savoir. Je lui ai dit qu'on se verrait le week-end suivant, qu'elle viendrait à Biarritz, que je lui expliquerais tout. Elle a dit « d'accord ». Et avant de raccrocher, « Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma fille. » Le lendemain matin, j'ai appelé Nathalie avant même d'avoir bu mon café. Je lui ai raconté la conversation avec Camille. Elle a écouté, elle a noté et elle a dit ce que je savais déjà. Ça ne changeait rien juridiquement, parce que Camille n'avait rien révélé de confidentiel. Elle ne savait rien de confidentiel. Mais ça confirmait que Gaspard cherchait à mesurer ma position avant de répondre à la proposition. « C'est quelqu'un qui calcule », a dit Nathalie. « Il veut savoir ce que tu as avant de décider combien offrir. » Et la proposition de vendredi ? Elle est réelle, mais elle est basse. Nous avons parlé pendant 1 heure. Nathalie m'a expliqué ce que la proposition contenait, une répartition des biens, une somme compensatoire, des délais, et ce qu'elle ne contenait pas, aucune mention du compte dissimulé, aucune référence à la société APAO, aucune reconnaissance de ce qui avait été soustrait pendant 3 ans à nos finances communes. Autrement dit, j'ai dit, il propose de régler ce qu'il veut bien reconnaître et d'espérer qu'on ne pousse pas sur le reste. Exactement. On pousse. Je veux m'arrêter ici sur quelque chose d'important, pas sur la procédure, pas sur les chiffres, parce que ce n'est pas vraiment le cœur de cette histoire. Le cœur, c'est une question que je me suis posée pendant toute cette période et que beaucoup de femmes dans ma situation se posent sans oser le dire à voix haute. Est-ce que ça valait le coup de se battre ? Pas dans le sens financier, dans le sens humain. Est-ce que l'énergie que ça demande, les rendez-vous, les documents, les nuits à ne pas dormir, les conversations difficiles avec les enfants, la fatigue de tenir debout quand on voudrait juste que tout s'arrête. Est-ce que tout ça valait quelque chose ? Ma réponse aujourd'hui, c'est oui. Pas parce que j'ai obtenu ce que je voulais, j'y reviendrai. Mais parce que se battre, dans ce cas-là, ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas de l'acharnement. C'était juste le refus de valider ce que Gaspard avait fait, le refus de partir les mains vides d'une vie que j'avais construite avec lui, comme si mes années ne comptaient pas, comme si j'avais été un passage dans sa vie plutôt qu'une partenaire. Il y a une différence entre lâcher prise et abandonner. Lâcher prise, c'est accepter ce qu'on ne peut pas changer et avancer. Abandonner, c'est renoncer à ce qui vous appartient parce que quelqu'un vous a fait croire que vous n'étiez pas en position de le réclamer. Je n'allais pas abandonner. Le week-end suivant, Camille est venue à Biarritz. Isabelle nous a laissé la maison pour l'après-midi, avec tact, en disant qu'elle avait des courses à faire, ce qui était probablement faux, mais c'est le genre de mensonge utile que seules les bonnes sœurs savent faire. Nous nous sommes assises toutes les deux dans le salon, avec du thé, et je lui ai tout dit. Pas dans l'ordre parfait, pas avec les mots les plus élégants, mais tout. Le tiroir, les documents, le compte, la société à Pau, ce que Gaspard avait demandé à Rémi, la fête, et ce que la fête signifiait vraiment dans ce contexte. Camille a écouté sans m'interrompre. Son visage changeait au fur et à mesure, pas de façon spectaculaire, mais de cette façon qu'ont les visages quand quelque chose qu'on croyait solide se révèle différent de ce qu'on pensait, comme un recalibrage intérieur, lent et douloureux. Quand j'ai fini, elle n'a rien dit pendant un moment. Et puis elle a demandé « Il le savait depuis quand, pour la séparation ?» Au moins depuis 4 ans, peut-être plus. Elle a regardé ses mains. Donc pendant que je lui parlais de mon appartement à Bordeaux, de mon travail, de ma vie, il préparait tout ça en parallèle, oui. Et il nous a utilisés, Lucie et moi, comme si on était des accessoires de sa version de la famille. Ce n'était pas une question.
C'était une conclusion. Et c'était la sienne. Pas la mienne, pas celle que je lui avais soufflée. Elle l'avait tirée elle-même à partir de ce que je lui avais dit. Je n'ai rien ajouté. Certaines compréhensions ont besoin d'espace pour s'installer, pas de commentaires. À toutes les femmes qui m'écoutent et qui ont des enfants, je veux dire ceci. Le moment où vous devez être honnête avec eux sur ce qui s'est passé est l'un des plus difficiles. On veut les protéger. On veut préserver leur image de l'autre parent, même quand cet autre parent n'a pas mérité cette protection. Et je crois qu'il faut trouver l'équilibre. Ne pas charger les enfants de notre douleur, mais ne pas non plus leur mentir sur une réalité qui les concerne. Ils sont grands. Ils méritent la vérité. Et la vérité, contrairement à ce qu'on croit parfois, ne détruit pas. Elle donne aux gens les moyens de faire des choix éclairés. 3 semaines après la réunion dans le cabinet de Nathalie, la contre-proposition était sur la table. Nathalie avait travaillé avec précision. Chaque élément documenté, chaque dissimulation chiffrée, le témoignage de Rémi intégré de façon formelle. Ce n'était pas une posture agressive, c'était une évaluation juste de ce qui m'appartenait. L'avocat de Gaspard a demandé 48 heures. Il a rappelé en 24. La proposition révisée était très différente de la première. Pas parfaite. Les négociations ne produisent jamais de perfection, mais juste. Nathalie a dit « C'est une base acceptable, on peut travailler avec ça ». Et puis, elle a ajouté quelque chose qui m'a fait sourire malgré moi. Son avocat m'a dit, en aparté, que son client était très pressé de clore. Pressé. Apparemment, certains projets attendent. Certains projets, une société à Pau, une femme de 42 ans, une nouvelle vie planifiée depuis 4 ans, en attente du moment où je serai enfin hors du chemin. Eh bien, il allait devoir attendre encore un peu. Gaspard a appelé une seule fois pendant toute cette période. Une seule fois directement, sur mon téléphone, un soir de novembre. J'ai laissé sonner. Il a laissé un message. Bref, la voix plus fatiguée que d'habitude, sans le ton supérieur que j'avais entendu pendant des années. Il a dit qu'il voulait qu'on règle ça correctement, qu'il ne souhaitait pas que ça devienne compliqué, que pour les filles, ce serait mieux si on restait civilisé. Je n'ai pas rappelé. Nathalie s'occupait de la communication. Mais j'ai écouté ce message plusieurs fois, pas par masochisme, par curiosité, parce que je voulais entendre la différence entre l'homme sous la banderole avec sa bière et l'homme qui laisse un message prudent sur un répondeur un soir de novembre. La différence était là, claire, mesurable. Ce n'était plus un homme qui avait gagné, c'était un homme qui négociait. L'accord définitif a été signé en janvier. Pas dans un bureau dramatique, pas avec des regards lourds de signification, dans un cabinet notarial ordinaire, avec des formulaires, des stylos, et 2 avocats qui parlaient de délais administratifs. Gaspard était de l'autre côté de la table. Il a signé sans me regarder. Moi, j'ai signé en le regardant. Pas avec hostilité, juste en le regardant. Parce que je voulais être présente dans ce moment, vraiment présente, pas dissociée, pas en train de regarder ailleurs pour que ça fasse moins mal. Je voulais signer ces papiers en sachant exactement ce que je signais et pourquoi. En sortant du cabinet, il y avait du soleil. Ce soleil de janvier sur le Pays basque qui est pâle et propre et qui ne réchauffe pas encore, mais qui éclaire tout avec une netteté particulière. J'ai marché jusqu'à ma voiture, j'ai posé mon sac sur le siège passager et je me suis assise sans démarrer pendant quelques minutes. Je n'ai pas pleuré. Ce n'est pas que je n'en avais pas envie, c'est que les larmes n'étaient plus là. Elles avaient eu leur moment dans la chambre d'Isabelle, dans des matins difficiles, dans des nuits où le silence était trop lourd. Elles avaient fait leur travail. Et là, dans cette voiture, sous ce soleil de janvier, il n'y avait plus de larmes, il y avait juste moi, et c'était suffisant. Aujourd'hui, je vis dans un appartement à Biarritz, pas grand, mais à moi, avec une fenêtre qui donne sur les toits et, si on se penche un peu, un bout d'océan entre 2 immeubles. Isabelle habite à 10 minutes. Lucie vient me voir depuis Lyon 1 fois par mois. Camille et moi parlons souvent. Elle a pris le temps qu'il lui fallait pour démêler ses propres sentiments vis-à-vis de son père, et je ne lui ai pas demandé de faire plus vite que ça. Je travaille toujours à l'agence immobilière. Ce n'était pas prévu comme quelque chose de durable, et pourtant ça l'est devenu, parce que j'aime ce travail plus que je ne l'aurais cru.
J'aime le contact avec les gens. J'aime les accompagner dans ces moments importants. Il y a quelque chose de satisfaisant à aider quelqu'un à trouver un endroit où vivre. Gaspard est à Pau. Je ne sais pas grand-chose de sa vie là-bas, et je ne cherche pas à savoir. Ce n'est plus mon histoire. Je veux finir par vous dire ce que j'ai appris, pas comme une leçon de vie qu'on récite, mais comme quelque chose que j'ai vraiment compris dans ma peau pendant ces mois-là. Une femme silencieuse n'est pas une femme sans ressources. Une femme qui part sans crier n'est pas une femme vaincue. Et une femme qu'on croit avoir mise dehors pour toujours peut très bien être celle qui, quelques semaines plus tard, redéfinit les termes de tout. Ce n'est pas une question d'intelligence supérieure ni de calcul froid. C'est une question de se connaître soi-même assez bien pour ne pas réagir selon ce que l'autre attend, pour garder la tête claire quand on a envie de tout lâcher, pour faire confiance aux bonnes personnes au bon moment. Isabelle, Nathalie, Rémi, Lucie et finalement Camille aussi. Personne ne traverse ça seul. Et personne n'a à le traverser seul. Si cette histoire vous a touché, si quelque chose en vous l'a reconnu, même de loin, alors elle a servi à quelque chose. C'est pour ça que je l'ai racontée. Pas pour Gaspard, pas pour la banderole, ni pour ce qui a suivi. Pour vous, pour toutes les femmes qui ont tenu debout dans des moments où personne ne les regardait. Et qui ont continué quand même. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec une femme qui en a besoin aujourd'hui. Elle saura pourquoi. Et si vous voulez entendre d'autres histoires comme celle-ci, des histoires vraies, des femmes vraies, des vies qui ressemblent aux vôtres, vous savez où me trouver.